Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'inclusion scolaire organisé par le CRA Languedoc-Roussillon. Nous abordons aujourd'hui notre troisième et dernière session sur ce thème. Donc après avoir abordé l'inclusion scolaire à la maternelle et puis au primaire, nous allons aborder aujourd'hui l'inclusion scolaire au collège. Les deux premiers webinaires sont déjà disponibles en replay sur la chaîne YouTube du CRA. Et vous trouverez sur le site du CRA les présentations des intervenants qui sont déjà passés et qui passeront aujourd'hui. Donc, ça marche pas. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir trois intervenants. Donc pour commencer, Fanny Cavaillès, qui est enseignante ressources autisme dans l'Hérault et qui va nous parler de la scolarisation des enfants avec TSA au collège. Ensuite, nous accueillerons Florence Poli, enseignante spécialisée, qui nous présentera un dispositif du LISAS. Et puis Juliette Cerruti, psychologue, et Nicolas Martinazzi, éducateur spécialisé au C7 Passerelle, qui nous parleront du harcèlement scolaire au collège. Chez des enfants avec TSA. Donc, les trois interventions vont être présentées les unes à la suite des autres et nous vous proposerons un temps de questions-réponses à la fin des trois présentations. Vous pouvez, tout au long des présentations, écrire vos questions dans l'onglet « Discussion » en bas de l'écran et on les traitera. On va essayer de les synthétiser au maximum pour pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Fanny Cavaillès. Alors, on va partager. Hop. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fanny Cavaillès, je suis professeure ressources autisme sur le département de l'Hérault. Deux mots sur ce poste qui est assez nouveau dans l'éducation nationale. Il a été défini dans la dernière stratégie nationale pour l'autisme et tous les départements là sont aujourd'hui dotés d'un professeur ressources autisme, donc qui est complètement déchargé de classe et qui a pour mission à la fois l'accompagnement dans les classes de la maternelle au lycée d'élèves autistes pour qui les équipes d'école et d'établissement rencontrent des difficultés de scolarisation, et également une mission de formation des équipes de l'éducation nationale à la question de l'autisme à l'école. Donc, on va parler là pendant 15 minutes. Je vais essayer de parler alors à partir de mes expériences de terrain, des expériences des collègues aussi, hein, bien sûr, de la scolarisation d'un élève autiste au collège. Donc, on va faire, j'ai vraiment voulu centrer sur les transitions. Donc, on va parler de la transition de l'élémentaire au collège. On va parler de l'importance de la sensibilisation des autres élèves, des établissements et des équipes aussi. On va parler assez brièvement de la transition du collège au lycée, puisque Madame Poli, après moi, vous en dira un petit peu plus. Je vous dirai deux mots aussi sur l'aménagement des examens et surtout, je vous donnerai le lien du texte officiel qui cadre l'aménagement des examens. Et je vous dirai quelques mots également sur l'après-établissement scolaire vers le monde professionnel. Donc, pour ce qui est de la transition école élémentaire, collège, comme on le sait, tout ce qui est transition peut être assez difficile à vivre pour un élève, pour un enfant autiste ou un jeune autiste. Donc, il y a vraiment une attention très particulière à porter sur tous ces moments charnières où l'enfant va arriver dans un environnement complètement nouveau. Donc là, sur le diaporama, je vous ai mis dans la bulle du haut là où peut être scolarisé un élève autiste au niveau de l'élémentaire, donc en classe ordinaire avec ou sans accompagnement humain, donc AESH, accompagnement d'élèves en situation de handicap, qui remplace le sigle AVS. Une AESH soit individuelle, soit mutualisée. L'élève peut aussi être scolarisé sur un dispositif du lycée-école ou sur un dispositif d'unité d'enseignement élémentaire autisme.
Donc, pour la transition vers le collège, se pose, donc en fonction de ce qui va être notifié au niveau de la maison d'autonomie, qui correspondra aux besoins de l'enfant ou du jeune. Après l'école élémentaire, il va pouvoir aller en classe ordinaire de collège, avec accompagnement humain mutualisé ou individuel, comme en élémentaire, ou il va pouvoir aller sur le dispositif du lycée collège. Avec, vous avez vu, j'ai mis la flèche avec le mot inclusion, où tout l'enjeu de la scolarisation en ULIS collège, c'est de permettre aux jeunes d'être au maximum scolarisés avec les élèves de sa classe d'âge, dans toutes les matières pour lesquelles c'est possible en classe ordinaire, en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, et de venir sur le dispositif ULIS. L'image que je donne en général, c'est prendre du carburant dans toutes les matières où le besoin, tout ce qui est de la sphère émotionnelle, venir pouvoir se charger au niveau du dispositif ULIS. Alors, dans les expériences de terrain et les divers échanges que je peux avoir avec les enseignants de collège qui scolarisent des élèves autistes, tous sont assez unanimes quand c'est possible, pour les familles, de le demander notamment, privilégier au maximum un petit collège. Voilà. La transition élémentaire-collège, je vous le disais, va de toute façon être quelque chose de perturbant pour l'enfant. Donc, plus le collège sera petit, plus on va pouvoir lui permettre de visualiser les espaces, les personnes qui vont l'accompagner. J'ai bien dit quand cela est possible. Il est essentiel de faire le lien entre les équipes de l'école et l'équipe du collège qui va accompagner l'enfant. Je dis exactement la même chose pour l'entrée à l'école primaire. Faire le lien entre l'équipe de la maternelle, l'équipe de l'élémentaire. Alors effectivement, c'est chronophage pour les équipes. Ça veut dire qu'en fin d'année, quand l'élève a son affectation en collège, il faut trouver un moment pour se rencontrer. Mais vraiment, ce moment-là est essentiel pour arriver à vraiment, c'est cette notion de tuilage. Qu'est-ce qui fonctionne pour l'élève? Qu'est-ce qui fonctionnait dans le cadre de l'école élémentaire qu'on va pouvoir remettre en place directement au collège, ou en tout cas qu'on aura sous le coude en cas de difficulté à l'arrivée au collège. J'encourage aussi le plus possible, donc notamment quand j'accompagne des enfants en CM2, à ce que la famille puisse rencontrer également l'équipe du collège avant la rentrée scolaire. Il est important de permettre aux jeunes de visualiser le nouvel environnement et les nouvelles personnes avec qui il va être au collège. Ça, au mieux, on essaie de le faire avant l'été, afin que le jeune il ait tout l'été à disposition les photos à la fois du lieu. S'il a pu le visiter, tant mieux, mais s'il n'a pas pu le visiter, au moins des photographies, et les photographies des personnes alors, de l'équipe de profs qui vont l'accompagner, de la ESH, si on sait qui est nommé, voilà, et si elle est nouvelle, si ce n'est pas celle qui était en élémentaire. Donc voilà, vraiment lui donner un maximum de repères pour qu'au moment de la rentrée, ce ne soit pas un trop gros flux d'informations qui viennent le perturber. Moi, j'encourage aussi les équipes, pour tous les jeunes qui ont vraiment cette sensibilité au niveau des transitions, et pourquoi pas décaler la rentrée. On peut faire une rentrée qui est décalée, parce que le jour de la rentrée, en général, dans les établissements scolaires, c'est un petit peu l'effervescence pour tout le monde. Donc, décaler la rentrée d'un jour ou deux, et pourquoi pas aussi aller sur une rentrée progressive pour que le jeune ait vraiment le temps de s'adapter au nouvel environnement. D'abord 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, et ainsi de suite, en se laissant le mois de septembre pour s'acclimater. Et tout ça, on essaie de le fixer lors d'une équipe de suivi de scolarisation et dans un GEVASCO. Voilà, qui est rempli par l'équipe qui l'accueille. Alors, la grande inquiétude, c'est mais il va perdre
il ne va pas avoir toutes les connaissances, il ne va pas avoir accès à tous les cours. Ce temps-là du début, vraiment, cette transition, pour moi, on perd peut-être un peu de temps au début, mais c'est vraiment pour gagner ensuite. Parce que proposer une rentrée directement en immersion totale dans un nouvel environnement, il se peut qu'à un moment donné, si c'est trop lourd pour le jeune, on soit obligé de faire machine arrière du coup, et de diminuer le temps de scolarisation. Et ça, pour le coup, on sait que c'est douloureux pour tout le monde. J'ai mis un point également, bien se questionner sur la place et les missions de l'AESH. J'accompagne pas mal de jeunes pour qui avoir un AESH à l'école élémentaire, c'était complètement accepté. Par contre, arrivé au collège, il y a quelque chose d'un peu plus stigmatisant, le fait d'avoir un adulte tout le temps à ses côtés. Et donc, on réévalue un petit peu voilà, les moments où elle doit vraiment être en proximité avec le jeune pour l'aider dans ses apprentissages, et les moments où il peut être un petit peu plus en recul. Et donc, je l'ai mis également là, on va en reparler tout à l'heure, se questionner très tôt sur l'orientation professionnelle. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et encore une fois, Madame Poli vous en reparlera tout à l'heure. Et un autre point très important, c'est le fait d'avoir un continuum dans le suivi médico-éducatif au collège. Voilà, l'enfant était peut-être suivi par un CESAD, par des professionnels en libéral en école élémentaire. J'accompagne des jeunes qui, en passant au collège, ont beaucoup moins de prise en charge, et on se rend compte du manque et des difficultés que cela engendre, notamment dans cette période un peu cruciale qu'est l'adolescence. Voilà, donc c'est ma deuxième diapo. Vraiment rester sur cet équilibre entre les besoins éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques. D'autant plus avec ce moment de transition élémentaire au collège, le regard des autres aussi, des autres enfants, des autres jeunes, qui peut être problématique. Donc vraiment un accompagnement. Il faut vraiment avoir en tête qu'il faut que l'accompagnement médico-social reste en place. J'ai des situations où c'est assez difficile pour les familles et pour les jeunes parce que les choses s'étaient stabilisées au niveau de l'école élémentaire. Voilà, les comportements étaient adaptés, les apprentissages étaient en route, et ce passage vers le collège remet un petit peu tout en question. Donc, il faut absolument que ce soit accompagné. Un point sur la sensibilisation. Alors, accompagner le parcours du jeune en vraiment mettant l'accent sur cette transition qu'on va vraiment adapter à ses besoins. C'est une partie de ce qui fait la réussite ensuite d'un parcours scolaire au collège. L'autre grande partie, selon moi, c'est vraiment le fait de sensibiliser à la fois les autres élèves, alors de la classe ou de tout le niveau. Donc, on peut se dire que sur une année, on fait toutes les classes de 6e, par exemple, au niveau de la sensibilisation, mais aussi de l'équipe de professeurs. Des AESH qui sont sur l'établissement, les personnels qui sont à la cantine, les personnels de surveillance. Voilà, que tout le monde entende le même discours et les mêmes informations sur de quoi on parle quand on parle d'autisme, qu'est-ce que ça peut engendrer et quelles réponses on peut apporter. Voilà, pour éviter un maximum d'incompréhension, de malentendus et de situations qui peuvent mettre tout le monde pas très à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment les deux versants, adapter le parcours et la transition aux jeunes, et également sensibiliser le reste des élèves et de l'équipe. Quelques mots sur la transition collège-lycée, mais voilà, je laisserai ma collègue ensuite développer un petit peu plus. Donc, après le collège, en fait, sur les années de 4e et de 3e, des mini-stages vont être proposés aux élèves d'Ulysse notamment, donc pour ceux qui seront scolarisés en Ulysse. Ceux qui seront en classe ordinaire de collège, ce sera surtout en 3e. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre un petit peu en immersion les jeunes dans ce qui peut se passer après, les établissements qui peuvent l'accueillir après le collège, pour voir ce qui lui correspond le mieux. Donc, vous voyez, c'est déjà une réflexion sur cette transition vers l'après-collège qui se met en route assez tôt. Donc, notamment, des mini-stages en Ulysse pour les jeunes qui sont scolarisés en Ulysse collège, des mini-stages en Ulysse lycée, pour voir dans quel domaine
le jeune sera le plus à l'aise dans l'idée ensuite de poursuivre dans la voie professionnelle adaptée. Donc, lycée général ou technologique, pareil, avec ou sans aide humaine individuelle mutualisée. Lycée professionnel, avec, donc, vous voyez, lycée possible et la préparation d'un CAP, d'un DEP ou d'un bac professionnel. Là, je mets un petit bémol sur l'accompagnement de l'AESH dans le cadre de la professionnalisation. On a des jeunes qui sont suivis toute leur scolarité par une aide humaine et c'est très compliqué de les faire accéder au monde professionnel parce que dans le monde professionnel, l'aide humaine n'aura pas sa place. Donc, c'est vraiment un questionnement à avoir assez tôt. Quelle marge de manœuvre en termes d'autonomie on laisse aux jeunes pour voir dans la suite de son parcours la vie professionnelle et le fait de ne plus avoir d'aide humaine pour réaliser les gestes professionnels. Quelques mots sur l'aménagement des examens. Donc, je vous ai mis, vous l'aurez à disposition aussi le diaporama, hein. Je vous ai mis le lien donc, sur le dossier d'aménagement des examens. Il est complètement possible de passer un brevet des collèges, voire un baccalauréat ou un CAP, un BEP, en ayant un aménagement des épreuves à passer. Soit parce que c'était dès le départ écrit préconisé dans l'emploi du temps du jeune, le fait d'avoir un emploi du temps aménagé avec moins d'heures de cours liées à ses besoins, à de la fatigabilité ou à d'autres choses, hein, qui font que derrière, il n'y aura pas l'épreuve à l'examen final. Voilà, vraiment, il faut aller le voir quand vous êtes sur la question du passage d'un examen. Voilà, il faut bien savoir que des choses sont possibles et aménageables. Et le dossier est extrêmement bien fait, donc vous avez le lien. Je termine avec une diapositive donc, sur le monde professionnel. Je vous ai listé ce qui existe donc pour l'après, hein, l'après-collège, l'après-lycée. Je vous invite, si vous en avez la curiosité, à aller regarder les différents reportages que je vous ai mis là sur la diapositive sur différents jeunes autistes employés dans différentes entreprises. J'ai voulu vous mettre des vidéos où on avait qui présentent des jeunes à la fois avec des déficiences, de la déficience cognitive notamment, donc c'est au niveau du reportage de l'entreprise Andros. Vous verrez les aménagements de postes qui sont réalisables et même si on n'aime pas bien le mot, la rentabilité que peuvent avoir ces jeunes sur des tâches répétitives et qui maîtrisent parfaitement bien. Et deux autres reportages sur des jeunes autistes sans déficience cognitive, pour qui ça n'a pas été très simple de trouver une place en entreprise, notamment pour le lien, tout ce qui est lien avec les collègues, notamment passer un entretien d'embauche, voilà, toutes ces choses qui font qu'arriver jusqu'à l'emploi, ils ont rencontré pas mal de freins. Et sur le reportage Thales et Handisup, vous avez l'intervention d'une personne qui est job coaching, donc en fait qui fait un petit peu ce que je fais moi au niveau des écoles, des établissements, d'aller expliquer ce qu'est l'autisme, de voir quels aménagements on peut mettre en place. Et là, le job coaching, la personne le fait au niveau des entreprises. Donc on reste sur cette idée d'adapter le parcours à la personne, mais également sensibiliser le reste des acteurs de l'environnement dans lequel on est. Un dispositif qui existe, je vous ai mis le lien sur le site du CRIP 34, Passe-Passe, donc qui permet pour des jeunes autistes d'être en immersion pendant 6 mois de manière accompagnée sur des emplois, voilà, dans différents types d'entreprises, avant d'accéder à un emploi complètement ordinaire. Et vous avez tous les autres dispositifs qui existent également là, sur la page du CRIP. Et pour les jeunes qui vont vers des études supérieures, l'association Aspi Friendly propose à l'arrivée à l'université une prise en charge globale au niveau du bureau du handicap présent dans chaque université. Donc, prise en charge globale au niveau des études, au niveau du logement, au niveau de la vie associative des jeunes autistes, notamment pour lutter contre l'isolement.
hein, parce que la vie étudiante, ce n'est pas que les bancs de la fac, c'est aussi tout le reste. Voilà, et ils ont énormément voilà, de possibilités d'accompagnement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fanny. Je vous laisse partager votre écran, Madame Poli. Oui. Donc, bonjour. Je suis Florence Poli et je vais vous présenter mon expérience. Ce sera plus un partage d'expérience relatif au dispositif ULISAS. Ce qui m'a été demandé, ça a été de faire le lien avec l'autisme et voir de quelle façon ce dispositif pourrait permettre à des élèves atteints de troubles d'autisme de pouvoir y trouver une place et de s'y épanouir. Donc, qui je suis? Alors, je suis un professeur de lycée professionnel en éco-gestion, option vente commerce et enseignante spécialisée. Je précise que je suis issue du monde de l'entreprise, ce qui vous permettra peut-être ça pourra faire le lien avec ce que je peux connaître des attentes du milieu de l'entreprise. Donc, je suis coordonnatrice ULIS et PIAL, donc le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Donc, c'est pour tout ce qui concerne la gestion des aides humaines au lycée Léonard de Vinci à Montpellier, et je participe à un cercle d'études relatif à l'école inclusive. Alors, qu'est-ce que l'ULISAS déjà? Alors, effectivement, c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire, mais le SAS, ce n'est pas un acronyme. Souvent, on me dit SAS, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est un SAS entre la fin de l'instruction obligatoire et la suite. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la totalité de l'écran, parce que pour moi, je vois que c'est masqué par les photos. Oui, on voit. Donc, ça va. Donc, c'est un SAS entre la fin de l'instruction obligatoire et la suite. Donc, non, ce n'est pas un acronyme, ça ne veut pas dire système, c'est ça, c'est un SAS tout court. Donc, c'est une ULIS SAS. Alors, le plan de mon intervention s'articulera donc, dans une introduction, je vous expliquerai rapidement à qui c'est destiné. Les moyens que j'ai pu mettre en œuvre pour la poursuite du parcours à venir, le bénéfice que j'ai pu relever pour les élèves et les familles, et je vous présenterai une petite conclusion. Ce que je souhaite préciser avant d'aborder mon propos, c'est de vous dire que c'est réellement le partage de mon expérience, parce que le dispositif ULISAS n'est pas codifié, il n'y a pas de texte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prescrit à proprement parler. Donc, le seul prescrit que j'avais, c'était, on le verra pourquoi, les objectifs, c'était de trouver une solution et de maintenir les apprentissages fondamentaux. Donc, c'est pour ça que ce que vous allez voir, c'est vraiment inhérent au lycée Léonard de Vinci, parce que c'était à ce moment-là, avec ces élèves-là, et parce que c'était moi. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de prédéfini. J'y tiens parce que selon que vous serez dans un établissement ou un autre, il va y avoir aussi les besoins de chaque élève, et comme on s'adapte à chaque élève, ben forcément, ça fonctionnera différemment. Alors, le LISA, ça va être pour qui et pour quels élèves? Déjà, c'est à la fin de l'instruction obligatoire. Ça va être destiné aux élèves qui, à l'issue de la troisième en général, mais aussi de l'âge de cette fameuse scolarité obligatoire, se retrouvent soit sans projet professionnel, soit parce qu'il n'est pas abouti, soit parce qu'il n'est pas construit, ou bien parce que ce sont des élèves qui ont un projet, mais qui n'ont pas encore de place en IM Pro. Et on sait bien que les laisser avec une année de battement, ce n'est pas bénéfique pour eux, donc ça leur permet d'être maintenus dans l'école au sens large du terme. Donc ça s'adresse aux élèves notifiés, ULIS, IM Pro, ITEP, mais les élèves destinataires et bénéficiaires, c'est très large, et ils viennent d'horizons divers, donc du lycée collège, j'ai accueilli des élèves d'hôpitaux, qui venaient d'hôpital, de classes relais, et de multiples horizons. J'ai même récupéré un élève qui avait été mal orienté, c'est la fameuse année dont je vais vous parler, c'est pas qu'il avait été mal orienté, c'est qu'en carrosserie, il n'avait pas de vision 3D, c'était assez handicapant pour lui. Donc, plutôt que de le maintenir dans cette classe et qu'il soit en souffrance, on m'avait demandé si je voulais bien l'accueillir.
Et bien évidemment, j'ai dit oui, je l'ai accueilli. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est un panel très large. Alors, l'objectif final, c'est de trouver une solution avec tous les moyens que j'avais à ma disposition et que j'ai peut-être inventé aussi. Donc, c'est trouver une solution, donc soit une orientation vers une formation professionnelle adaptée à chacun, mais aussi, ça a permis aussi pour certains élèves qui étaient déjà inscrits sur des IM-Pro de remonter sur les listes d'attente parce que quelquefois, il suffisait de quelques mois supplémentaires pour pouvoir y accéder. Et ce qui était intéressant au niveau du dispositif Ulysse, c'est que l'entrée pouvait se faire à n'importe quel moment, par exemple, ce fameux élève dont je vous ai parlé, mais la sortie, l'objectif, c'était qu'il trouve une solution. Donc, si une solution se trouvait en cours d'année, bien entendu que l'élève pouvait partir, il n'était pas tenu de finir son année, et c'était même l'objectif. Pour nous, dès qu'un élève partait, même en cours d'année, c'était bon signe, c'était qu'il avait une solution, soit qu'il intégrait l'IM-Pro, soit qu'il avait trouvé une solution, soit un apprentissage, soit une place dans un établissement plus adapté que l'ULISAS. Alors, comme je vous ai dit, l'objectif final, c'est de trouver une solution. Donc, je vous ai dit, idéalement, je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai déjà marqué. Alors, les objectifs intermédiaires, c'était d'une part la poursuite du parcours à venir, mais maintenir aussi ou consolider les apprentissages fondamentaux. Alors, je dois vous dire d'abord que je ne suis pas enseignante du premier degré et ça a développé chez moi une profonde admiration pour ces personnes-là parce que venant de lycée professionnel, je me suis trouvée démunie et donc je vous exposerai ces stratégies. Alors, les modalités d'accueil qui avaient été définies et que je pense ont été optimales pour ces élèves-là, c'est déjà un emploi du temps allégé. C'était 18 heures de cours par semaine, plus la pause méridienne d'1 heure. Alors, cette pause méridienne, j'avais sollicité les parents parce que je tenais à ce qu'elle y soit, parce qu'il me semblait très important qu'ils acquièrent le lien social et l'inclusion dans le lycée, c'est-à-dire qu'ils déjeunaient au restaurant scolaire, ce qui leur permettait déjà de se confronter au bruit, de se confronter aux autres et de ne pas être confinés dans le petit dispositif Ulysse. Donc, la pause méridienne, pour moi, faisait partie intégrante de l'inclusion d'abord et des apprentissages de savoir-être ensuite. Donc, les cours, et c'était réparti le lundi, mardi, jeudi, donc le matin, 5 heures par, 3 fois 5, c'est ça, 5 heures par jour et 3 heures le vendredi matin. Alors déjà, l'avantage de ça, c'était que ça permettait de prendre les rendez-vous chez les praticiens en dehors du temps scolaire. Ça permettait aussi de procéder à des recherches de stage qui sont toujours faites dans l'urgence, mais pour moi, ça me semblait utile que ça fasse partie intégrante de leur formation. Donc, au-delà de ces 18 heures-là, ils pouvaient faire ça. Et comme ils finissaient à 15h20, ça leur laissait toute latitude pour le faire dans un temps de travail où les personnes pouvaient les accueillir. Ça permettait que sur le temps de classe, ils soient mobilisés et de répondre à leur fatigabilité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pause méridienne, pour favoriser l'inclusion, leur autonomie et développer des habiletés sociales. Alors, je vais vous présenter, donc mon intervention s'articulera déjà sur les modalités possibles de mise en œuvre d'un dispositif ULISAS. Hein, ce n'est pas une vérité, c'est ce que j'ai pratiqué et c'est l'expérience que j'en ai. Donc, nous verrons les moyens que j'ai mis en œuvre pour la poursuite du parcours à venir. On le verra d'abord au sein du lycée, avec la création d'un réseau de partenaires et la poursuite du lien collège-lycée. Je rejoindrai ce que disait Madame Cavaillès relativement aux périodes d'immersion qu'on appelle aussi mini-stage. Alors, la mise en œuvre de la poursuite du parcours à venir au sein du lycée. C'est ce qui a été le plus ardu, heureusement, puisqu'on était là quand même aussi pour ça. Donc déjà, c'était surtout de prendre appui sur ce qui avait déjà été accompli les années précédentes. Hein. On ne balayait rien, bien au contraire, on prenait appui dessus. Donc, on poursuivait ce que les collègues du lycée avaient accompli et les moyens habituels, l'ONICEP, la psychologue scolaire. Alors, j'ai beaucoup travaillé en pédagogie de projet, parce que ça permet de démobiliser, de développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.
Ça permet aussi à chacun de s'y impliquer, de donner du sens aux apprentissages, de les motiver et tout ce qu'on peut connaître sur la pédagogie de projet. Ça me permettait aussi de voir les habiletés qu'ils pouvaient développer en termes professionnels, puisque chacun s'investissant à la hauteur de ses compétences, c'était pour moi un bon outil de diagnostic. Au sein du lycée, donc, il y avait la fameuse inclusion dans le lycée. Alors, je distinguais l'inclusion dans le lycée, avec les lieux du lycée, et l'inclusion dans les classes, parce que l'inclusion dans les classes n'est pas toujours possible avec ces élèves-là. D'abord parce qu'on est avec des lycéens, et je vous rappelle que le dispositif ULISAS, les élèves ne sont plus des collégiens, mais ils ne sont pas encore des lycéens. C'est un dispositif un peu hybride, où finalement, ils ne sont pas rattachés à une formation. C'est un dispositif dans le lycée. Alors, on bénéficie des ateliers du lycée. Au lycée Léonard de Vinci, ce sont le lycée des métiers du bâtiment, mais ça pourrait être dans n'importe quel établissement qui développe des enseignements professionnels. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'apprendre le métier, mais les ateliers sont un prétexte à mobiliser des compétences et à les développer. Et pour moi, professionnelle, ça me permettait aussi de mettre en évidence des aptitudes ou des freins. Des freins au bruit, par exemple, des freins aux odeurs, des freins au travail d'équipe. Est-ce que je suis mieux seule? On n'a pas la même sensibilité quand on rentre dans un atelier menuiserie avec l'odeur du bois que quand on rentre dans un atelier métallerie avec l'odeur du métal. Ça peut paraître anodin, mais en tant que professionnel, je sais que c'est important et ça permet aussi de voir la sensibilité, ne serait-ce qu'aux odeurs. Un élève qui craint les odeurs, ce sera difficile de l'orienter vers de la pâtisserie ou de la boulangerie ou dans la cuisine. Et où, si je suis sensible au travail avec les autres, faire un métier qui nécessite de travailler en équipe, il faudra l'éviter. Donc, les ateliers du lycée, parce que souvent on me disait, mais ils ne veulent pas tous faire des métiers du bâtiment. Ben, bien sûr que non. Mais pour moi, c'était un champ d'expérience et de diagnostic très important. Alors, bien sûr, ça m'a permis d'orienter certains élèves à l'année sur les ateliers professionnels parce que, alors pour le coup, j'en ai un qui s'est découvert des affinités avec le métier de plombier, c'était l'aubaine, on a pu l'inclure sur les ateliers. Un autre qui était un peu plus performant sur les apprentissages généraux était inclus sur certains apprentissages généraux. Et c'est l'intérêt de l'ULISAS, c'est la flexibilité que cela permet. Alors ensuite, bien entendu, cette rotation sur les ateliers, en termes d'inclusion, ça peut être intéressant parce que des tutorats ont pu se mettre en place, mais des tutorats, je dirais, spontanés. C'est-à-dire que des élèves spontanément de CAP, de Bac Pro, sont venus à l'aide de ces élèves-là, et notamment de notre élève autiste, dont je vous parlerai un peu plus précisément tout à l'heure. Et c'était intéressant aussi pour les enseignants, puisque c'était l'année de création du dispositif ULIS, et les enseignants n'avaient pas du tout de sensibilité, enfin, ils n'avaient pas la connaissance des élèves en situation de handicap. Et ces rotations sur les ateliers ont été pour nous très importantes parce qu'au-delà du dispositif ULISAS et ULIS, ça leur a permis d'appréhender le handicap et de se rendre compte qu'eux-mêmes étaient en capacité d'accompagner ces élèves-là. Et je crois que ça a été formateur et pour les élèves et pour les enseignants, et c'était quelque chose d'important pour nous. Alors, je voulais partager avec vous le vécu, parce que ça, c'est beaucoup de théorie je voudrais vous partager ce que j'ai vécu avec, alors il s'appelait Hugo, donc on va l'appeler H, en images, parce que je crois que ça sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, Hugo, il est là, c'est notre petit point bleu. Voilà, j'ai voulu vous montrer la participation d'un élève autiste dans un atelier et à quoi ça peut correspondre, parce qu'on peut avoir peur. Donc là, vous le voyez sur l'atelier plomberie. Il est en groupe avec ses pairs, il y a un professeur et il manipule, il est dans la manipulation, ce qui est très important pour cet élève-là. Et vous voyez sur la deuxième photo ici, là, quand le professeur parle avec un cylindre, on fait de la géométrie. On parle d'un cylindre, on parle de mesures, et là, on va pouvoir mobiliser les apprentissages fondamentaux qui ont été vus au collège.
il n'était pas question de refaire ce qui a été fait depuis 10 ans que cet élève est scolarisé. Ces élèves-là, à un moment donné, ont peut-être besoin de mobiliser ce qu'ils ont déjà vu. Et les ateliers, c'est un puissant laboratoire d'expérience et de développement d'expertise. Alors, on travaille aussi sur l'atelier métallerie. Donc, là aussi, ça permet de travailler sur l'écoute. Parce que le professeur explique les différentes sections. Là, on était sur la découverte de l'atelier métallerie, là, il n'était pas sur de la manipulation, mais vous voyez toujours notre élève qui est au milieu de ses pairs, qui écoute attentivement, les mains dans les poches, mais qui écoute très, très attentivement et très sérieusement le discours de l'enseignant. Et là, j'ai trouvé intéressant de vous mettre ces 3 photos pour vous montrer un peu comme une petite bande dessinée. Donc là, vous voyez, là, on est sur l'atelier électricité. Le professeur, encore une fois, explique, mais toujours pareil, en mobilisant les apprentissages fondamentaux avant de passer à la pratique. Là, au départ, on voit Hugo qui est un petit peu loin. Donc, et puis, petit à petit, on voit sa chaise qui se rapproche jusqu'à ce que finalement, il puisse se pencher sur le travail qui lui est proposé. Et finalement, ça leur parle parce que c'est leur vie de tous les jours. Et en faisant ce lien entre ce qui se passe à la maison et puis comment ça marche, eh bien, ça permet l'inclusion et ça permet de les mobiliser. Alors, j'ai voulu vous présenter aussi la grille d'évaluation de ces ateliers. Je vais me dépêcher parce que je vois que le temps passe. L'objectif, c'était je voulais voir ça. Voilà, c'est une grille que j'ai aménagée qui consistait à l'évaluation. Alors, je l'ai pris sur le dispositif plus de maîtres que d'école et je l'ai adapté aux ateliers. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'évaluer l'élève de façon sommative, mais bien d'évaluer des dispositions à s'intégrer dans une classe, à s'intégrer dans une équipe. Donc, vous voyez la façon de rentrer dans l'atelier, est-ce qu'il va à sa place, est-ce qu'il n'y va pas, la gestion du matériel, est-ce qu'il est autonome, et tout ça, ça nous permet de pouvoir faire des diagnostics, encore une fois, pour voir en termes d'orientation ce qui sera le plus parlant. Donc, celle de notre élève, elle est là. C'est celle-là. Ah, pardon. Du coup, j'ai fait une bêtise. J'étais là. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout évalué de la même façon. Le professeur met des évaluations qualitatives et on n'est pas du tout, on est plus dans du qualitatif que du quantitatif. Pour nous, ça m'a permis de déceler des habiletés, puis de voir aussi l'évolution, notamment pour ce qui est au niveau des consignes, au niveau de la prise de parole et au niveau de la quantité de parole de notre élève. Bon, ben, prise de parole moins. Par contre, oui, on voyait qu'il respectait quand même les règles de communication. Et donc, tout ça, pour nous, c'est important. Donc, je vais essayer d'aller très vite, très, très vite. Donc là, vous le voyez sur une pédagogie de projet, en train d'informatiser une commande de chocolat. Je crois que c'était là, à cette époque de l'année. Là, c'était l'inclusion avec un atelier théâtre avec les classes de seconde au sein du lycée. Les activités pédagogiques autour des pâtisseries, hein, c'est plus marrant de voir un diamètre sur un gâteau rond que de le faire avec un compas. Les périmètres, combien de parts on fait, combien de parts on est, combien d'élèves on est à partager, puis combien on en aura chacun. Donc, on a travaillé comme ça pour arriver à avancer. Et puis, les habiletés sociales, parce que malgré tout, le goûter, c'est quand même un puissant levier de développement d'habiletés sociales. Alors, donc, on avait rapidement vu la poursuite du parcours à venir au sein du lycée et puis le développement du réseau de partenaires. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Facero, la CPME, CFAS, mais c'est surtout avec le Montpellier Business School que je voulais vous présenter. Et toujours le focus. Donc, on a fait un travail avec les étudiants du Montpellier Business School, d'abord pour valoriser nos élèves, mais aussi parce qu'ils ont fait un travail très efficace. Donc là, on voit Hugo au milieu d'une réunion de travail au lycée. Et puis, on avait fait un job dating, c'est-à-dire que les étudiants avaient pris en charge nos élèves. Et vous voyez le bonheur d'Hugo, là, quand il mettait 2 pouces, c'est quand il était très content. Et là, il était ravi de son échange. Donc, ils étaient tutorés chacun par un étudiant. Et vous voyez des tables où là, il y a des entretiens, justement, et ça faisait le lien avec ce que disait Madame Cavaillès, Fanny Cavaillès.
sur les techniques d'embauche, de techniques de recherche de stage. Et quand c'est fait avec des étudiants, c'est quand même plus valorisant que quand c'est le professeur qui le fait. Donc, voilà. Et ça, c'est les fameux élèves qui étaient ravis de participer. Et ça a évidemment été l'occasion de clôturer par un petit déjeuner. Donc, toujours, voilà, le bonheur Hugo avec. Et là, Hugo qui discute avec son tuteur qui est étudiant. Voilà, donc la visite des locaux, je vais plus vite. Donc, les périodes d'immersion, mais là, Madame Cavaillès vous en a parlé, je ne vais pas développer davantage. Alors, rapidement, les bénéfices pour les élèves. Donc, là, pour les élèves, alors, on a un parcours à venir qui est renforcé parce que ça fait une année de plus déjà, ce qui est pas… et ça permet de définir ou de redéfinir un projet professionnel parce que, alors, ce n'était pas pour mon élève autiste, mais ça pourrait l'être. Un élève qui était orienté IMPRO, et bien finalement, a pu faire un CAP et même deux, puisque cette année supplémentaire, elle a été utile pour redéfinir ce projet et peut-être se rendre compte que ça a été, le SAS a fonctionné. Je pense qu'il y a ce dont on est capable, puis ce dont on se croit capable ou pas capable. Et finalement, ce sas de respiration a permis aussi l'apaisement, une grande restauration de l'image de soi, la confiance en soi et bien entendu le fait d'entrer en lycée, une autonomie accrue. Et c'est ce qui est fondamental pour intégrer une classe de lycée, de CAP et bien entendu la vie professionnelle. Alors, juste un petit témoignage. Voilà le bonheur d'un élève, c'est Hugo. Voilà, ça c'est l'image de soi. Et ça, voilà, là, excusez-moi, c'est toujours émouvant. Donc, je vous laisse lire, c'est toujours émouvant pour moi. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est des facteurs de réussite, alors évidemment, le lycée a été très facilitant. La réactivité, c'est un facteur clé de succès. Les partenariats et le lien avec les familles est fondamental. Et vous avez vu que ça pouvait être un puissant levier d'inclusion pour nos élèves qui souffrent de troubles autistiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Poli. Et je laisse la parole au CESAD Passerelle. Bonjour. Alors, excusez-nous, on est en train de voir que notre connexion est instable. Donc, si jamais vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à nous le dire rapidement. Très bien. Voilà. Hop. Alors, on va vous faire du coup une présentation sur le TSA, le harcèlement au collège. Donc, moi, je suis Juliette Cerruti, psychologue au CESAD Passerelle. Nicolas Martinazzi, éducateur au CESAD. Voilà. Donc, on vous fait rapidement une présentation de ce qu'est le CESAD Passerelle. Et après, on partira sur le vif du sujet. Voilà. Donc, au CESAD, on accueille 17 enfants et adolescents qui sont chez nous à plein temps, qui ont entre 4 et 18 ans à peu près, et qui sont tous scolarisés. Voilà, donc c'est des enfants et adolescents avec un TSA, scolarisés on a de la primaire jusqu'au lycée. On a eu Bac Pro aussi. Ils sont tous domiciliés dans le bassin nîmois. Et nous, notre but, c'est de les soutenir et de les accompagner dans leur milieu naturel. Donc, que ce soit en classe, à la maison, ça peut être dans les centres de loisirs aussi. Voilà. On est une équipe pluridisciplinaire, donc avec des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, psychomotriciennes, ergothérapeutes, psychologues, médecins. Et après, on est conventionné avec des orthos en libéral. Puis, on peut faire appel à d'autres professionnels en fonction des besoins du jeune. Donc, notre expérience au collège, on a à peu près une quinzaine de jeunes qu'on a suivis ou qu'on suit qui sont en collège, tous avec une AESHI. C'est ça, ils sont tous individuels. Donc, soit en classe ordinaire, soit en ULIS, en collège spécialisé ou en SECPA. Et la plupart d'entre eux donc, sont passés en lycée, Bac Pro, CAP, IME. On en a certains qui ont pu aller en université. Voilà, c'est des parcours assez différents pour chacun. Nous, au niveau de nos interventions au collège, on peut participer aux différentes instances, donc les équipes éducatives, les ESS, les équipes techniques. On peut intervenir aussi directement auprès du jeune. Pareil, à chaque fois, c'est en fonction des besoins. S'il y a besoin, on peut aller observer en classe.
On peut faire des interventions thérapeutiques ou rééducatives sur le collège. Donc, moi, j'ai pu y aller en tant que psychologue, la psychomotricienne a pu y aller, l'ergothérapeute ou l'éducateur. Il y a des échanges réguliers qui sont faits avec les AESH aussi. Ça, généralement, c'est les éducateurs qui le font. Et ensuite, on peut proposer des sensibilisations à l'autisme pour des jeunes qu'on accompagne, mais aussi pour des jeunes qu'on n'accompagne pas. On peut être interpellé par le collège suite à une situation un peu compliquée, suite à des questions des camarades ou des professeurs. Et là, on peut intervenir soit en classe, généralement dans la classe du professeur principal, soit auprès des enseignants. Voilà. Hop. Ce qui concerne le harcèlement, donc le harcèlement, c'est une petite rapide définition, c'est une violence physique ou psychologique qui est exercée par un ou plusieurs élèves sur un autre élève et il y a une répétition du comportement. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que les adolescents qu'on suit, les TSA, ils vivent souvent intensément des situations de harcèlement. Ils peuvent même être eux, harceleurs. Donc, ils peuvent être harcelés ou harceleurs. Et même si l'événement n'a lieu qu'une fois, ils peuvent avoir le sentiment vraiment d'être harcelés. Donc, ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'ils soient réellement ou pas harcelés, mais c'est de travailler sur ce sentiment qui est souvent très intense chez eux. Et donc, voilà, prendre ça au sérieux, même si on se dit que peut-être ça ne rentre pas tout à fait dans la définition du harcèlement. Je laisse mon collègue vous présenter une vignette clinique et on essaiera de partir de ça pour vous parler de notre expérience par rapport au harcèlement. Voilà. On s'est appuyé sur une rencontre qu'on a fait dans un collège il y a 3 semaines à peu près, donc c'est tout frais. Et on a voulu vous apporter cette situation. Donc, c'est la situation d'Émile qui est porteur d'un TSA et qui est scolarisé en 6e ordinaire. Alors, il n'est pas du tout suivi par le CESAD, mais on a été interpellé par le principal du collège à cause d'un phénomène de harcèlement dont était victime Émile. On nous demande d'intervenir auprès de la classe pour parler de l'autisme. Cette intervention se fera en l'absence d'Émile, mais en présence du professeur principal devant toute la classe. Donc, on a un temps très court, on a 1 heure, on ne connaît pas Émile, donc forcément, on va se baser sur les compétences du groupe classe pour soulever les problèmes et trouver les solutions. On va leur proposer un échange de compétences, ils connaissent mieux que nous la situation, et nous, on apportera juste notre expertise autour de l'autisme. Une fois le cadre posé, les réactions vont fuser très rapidement dans la classe et les élèves s'impliquent tous dans l'échange. Et cet échange qui va durer 1 heure. Les enfants expliquent très bien leur désarroi face à certains comportements d'Émile, mais aussi leur désarroi face à certains comportements d'élèves ou de professeurs vis-à-vis d'Émile. Certains le connaissent depuis le primaire et expliquent qu'Émile a souffert de harcèlement et qu'il a été embêté. Ils disent qu'il en souffre encore. Alors du coup, on va travailler avec eux, on va repérer un pattern, c'est-à-dire une histoire relationnelle qui se reproduit continuellement, un fonctionnement que les enfants vont rapidement repérer. Alors, la première idée, c'est qu'Émile a été harcelé et il se sent toujours harcelé, isolé, il en souffre, il peut pleurer en classe. Il veut se faire des amis, d'ailleurs, il faut souligner qu'il a une bande de copains, il a des amis, mais il veut s'amuser, faire des blagues, rencontrer d'autres élèves. Et l'émotion aidant, ça finit souvent mal, avec des injures, des maladresses, des bizarreries dans la relation qui déstabilisent les autres jeunes. Là, il y a plusieurs stratégies que ses camarades mettent en place. Alors, il y a ceux qui lui demandent de se calmer, il y a ceux qui l'ignorent et il y a ceux qui en rajoutent ou qui l'agressent. Le résultat de ça, c'est qu'Émile se retrouve seul, malheureux, parfois humilié, avec un fort sentiment d'être harcelé. Voilà. Et donc, voilà, on se retrouve au début de la boucle et ça va repartir. 2 jours après, 3 jours après, on va se retrouver avec la même boucle. Alors, pourquoi on vous montre on vous a présenté cette situation? On va cliquer. Déjà, pour vous dire, pour essayer de sortir, excusez-moi, je me mélange dans mes notes en fait. Donc, c'est un petit peu pour sortir d'une situation, d'une posture en fait binaire et victimante de la question du harcèlement. Pour nous, dans ce qu'on voit avec nos jeunes, c'est vraiment une question relationnelle qui se joue à au moins 2 personnes. Et concernant la relation, nos jeunes TSA, ils ne sont pas bons. Ils ne savent souvent pas se protéger ni protéger les autres.
Et pour cela que nous recherchons, on ne va pas rechercher le pourquoi de la situation, hein, comme une enquête, mais le comment. C'est comment c'est construit cette relation qui devient dysfonctionnelle et qui a un impact délétère sur nos jeunes et certainement aussi sur les camarades de classe. Voilà. Pour terminer, on vous le fait très très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour terminer, cette situation, on a relevé quelque chose qui nous a quand même très, très surpris avec Juliette. C'est la réflexion d'un de ces jeunes en fin de l'entretien. Et il a dit, mais pourquoi les profs réagissent comme ça avec Émile? C'est pas normal, ça se voit qu'il est autiste. Et ça nous a interpellés et on s'est rendu compte avec eux que parfois les élèves avaient plus de connaissances que les enseignants sur les difficultés de leurs camarades de classe. Donc nous, ça nous interpelle toujours, c'est-à-dire est-ce que les enseignants sont formés, informés, quelles ressources ils ont pour faire face à des situations quand même qui les mettent en difficulté, clairement, parce que les comportements de nos jeunes sont souvent extrêmement déstabilisants. Voilà. Et voir avec les élèves aussi quels outils, eux, ils ont. Là, pour Émile, quand on leur disait, mais vous savez, votre professeur, Émile, il le voit 2 heures par semaine. Vous êtes toute la semaine avec lui, il le voit 2 heures par semaine, il a énormément d'autres élèves. Donc, Émile, c'est un parmi tous les autres. Et en plus, là, ce professeur n'était pas au courant qu'il était autiste, le prof avec qui il avait eu une petite altercation. Donc, c'est vous, les élèves, qui allez pouvoir aussi apporter ça au professeur et comment vous allez pouvoir relayer les difficultés de ce jeune, quelles ressources ils ont. Là, ça peut être en parler au professeur principal. À la fin du cours, aller en parler à cette prof avec qui ça a été difficile. Voilà, essayer de construire avec eux un petit peu toutes les stratégies qu'ils ont. Comment eux se protéger. Parce que oui, Émile se sent harcelé, mais Émile peut être harcelant aussi. Et comment les élèves vont se protéger pour éviter, comme disait Nicolas, de repartir dans cette boucle relationnelle. Donc, en fait, ils ont plein de compétences, ces jeunes. Et nous, nos interventions, ce n'est pas pour leur faire tout un débat et tout un exposé sur l'autisme. On n'a pas le temps en 1 heure et ça ne serait pas très pertinent. Mais c'est de partir des observations qu'ils ont faites, de ce qu'ils ont, ce qu'ils pourraient apporter comme solution, et pour qu'eux soient bien et que Émile, voilà, que les jeunes qu'on suit ou ceux qu'on ne suit pas, les jeunes TSA, soient bien. Là, ils ont pu nous en sortir plein. Comme ils disaient, on peut lui dire « Stop, Émile, ça me fait de la peine quand tu me dis ça » ou « Je ne comprends pas pourquoi tu as telle réaction » ou partir ou aller en parler à un professeur. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de leur apporter un petit peu plus de billes à ces jeunes qui en ont déjà pas mal. Voilà, ils ont pas mal de compétences. Donc, voilà. Donc, du coup, nous, en tant que CESAD, on propose des interventions directement auprès des groupes classes, des enseignants, du personnel de la vie scolaire et des AESH. Globalement, au niveau… Alors, c'est un peu bête de finir par… En tout cas, c'est une ouverture de questionnement. C'est quand même extrêmement difficile, globalement, de travailler avec les équipes dans les collèges, ce qui n'est pas forcément le cas au primaire. Maintenant, nous avons des enseignants qui sont habitués à travailler avec des partenaires extérieurs, des équipes. Les collèges, c'est un peu plus difficile. C'est paradoxalement moins difficile au lycée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lycée, les enseignants sont parfois plus accessibles, mais le collège, c'est mobiliser surtout les enseignants, ça reste quelque chose de difficile. Mais en tout cas, nous, on continue au quotidien de faire ces propositions-là. Voilà. Et d'où l'importance aussi pour nous de faire ces interventions auprès de la classe en présence du professeur principal, parce que finalement, c'est lui qui va pouvoir relayer et vraiment faire le lien avec les autres professeurs. Et c'est comme ça qu'on leur présente aussi. Voilà, qui va être un petit peu fil rouge. Ensuite, autre point important aussi, on n'est pas là, nous, pour chercher, comme disait Nicolas, le pourquoi, pour se dire c'est vraiment du harcèlement ou c'est pas vraiment du harcèlement. Ça, on s'en fiche. C'est vraiment, on va travailler sur les ressentis, les émotions des jeunes, que ce soit le jeune autiste pour lequel on intervient ou la classe, et pas pour dire vous avez fait ça mal, ça c'est pas bien, ou voilà, vraiment on n'est pas sur ça. Et c'est ce qu'on présente aux jeunes d'ailleurs. On n'est pas là pour les engueuler ni quoi que ce soit, mais pour les aider, tout ce groupe classe. Voilà. Et c'est bon pour nous. On a été court, hein. Merci à vous et merci à tous parce que vous avez été parfaits sur le timing. Je reste avec vous
le CESAD pour vous poser une question. Dans la vignette clinique que vous nous avez présentée, vous nous dites que vous êtes intervenu à la demande de l'établissement. Mais est-ce que vous pouvez intervenir aussi à la demande des parents d'enfants que vous ne suivez pas dans le CESAD? Oui, alors là, c'était la demande de l'établissement, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, qui était d'un commun accord avec les parents. Suite à la situation de ce jeune, l'établissement avait pu rencontrer les parents et ils avaient trouvé un petit peu cette solution, quoi. Voilà, l'établissement avait pu proposer ça aux parents qui étaient OK. Donc, on a rencontré, nous, les parents avec l'établissement. On a mis au point une convention pour pouvoir intervenir. C'est arrivé pour un autre jeune, je crois que c'était les parents qui nous avaient interpellés. Et dans ce cas-là, nous, on a pu faire le lien avec le collège, voir si c'était possible qu'on puisse intervenir. Voilà, tout est possible. Dans tous les cas, on se rencontre tous à un moment donné. Oui. C'est obligatoire pour éviter que certains aient des objectifs qui soient différents des autres et qu'on se retrouve, nous, au milieu et ne pas avoir compris les enjeux de l'intervention. La demande est hyper importante à définir et on conventionne toujours. C'est un contrat aussi. Oui, tout à fait. Et qu'on précise bien, du coup, c'est un temps d'intervention qui, bien entendu, est réduit dans le temps par rapport à ce que vous pouvez proposer à des enfants qui sont suivis dans le CESAD. Mais c'est toujours possible, dans tous les cas, de proposer quelque chose pour ces autres enfants. C'est ça. Là, généralement, on n'a qu'une heure. On n'a qu'une heure, donc c'est très court. Avec les jeunes qu'on suit, on peut faire ce genre d'intervention. Mais ensuite, on va travailler aussi avec nos jeunes. On va travailler les habiletés sociales, on va travailler la théorie l'esprit, on va travailler tout ce qui fait qu'ils peuvent être dans cette situation de boucle relationnelle et en difficulté. Là, avec ce jeune Émile, on ne l'a jamais rencontré, donc tout ça, on ne pourra pas le travailler. Par contre, auprès de la famille, on a pu le discuter aussi, que cette intervention n'allait pas suffire et qu'il y avait un travail à faire aussi avec Émile pour qu'il en souffre moins et pour lui donner plus d'outils. Oui. J'ai une autre question du coup qui est arrivée en lien avec ce qui vient d'être dit. Jusqu'à quel secteur vous pouvez intervenir dans les écoles? Quel est votre rayon? On est sur le bassin nîmois, nous. OK. Voilà. Voilà. Merci. Madame Poli, votre intervention a suscité pas mal de questions aussi. Je m'en doutais parce que finalement, ce dispositif est quand même peu connu. On en avait parlé quand on avait échangé ensemble. Donc, il y a déjà une première question. Est-ce qu'il y a des ULISAS dans tous les départements? Votre micro. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, juste, je voulais préciser que le dispositif ULISAS, même dans le département de l'Hérault, n'est pas figé. C'est-à-dire qu'en fait, au lycée Léonard de Vinci, en ce moment, il n'y a pas d'ULISAS. Pourquoi? Parce que mon dispositif ULIS est complet. En fait, ça va venir compléter des dispositifs ULIS où il y a des places. Donc, cette année, c'est à Mermoz. Les années précédentes, c'était au lycée de Pézenas. Donc, non, il n'y en a pas partout et ça rejoint ce que vous disiez, il n'y en a pas partout et pas forcément dans tous les départements et pas forcément dans tout le département non plus. Est-ce que, alors il y a deux questions, vous y avez plus ou moins répondu, mais peut-être que ça demande un peu plus de précision. Est-ce qu'il y a un âge minimum à avoir pour rentrer à l'ULIS? Normalement, c'est après l'âge de la troisième, une fois que l'élève a fait une troisième. Il m'est arrivé d'accueillir une élève qui était en fin de quatrième parce qu'elle avait été renvoyée d'un collège, voilà, mais c'est très rare. Ou alors, ce sont des élèves qui viennent d'hôpitaux, par exemple. Mais sinon, c'est à partir de 15-16 ans, l'âge quand on finit la troisième, en principe, à la fin de la scolarité obligatoire. Et au niveau des compétences cognitives des élèves accueillis, est-ce qu'il y a un profil particulier? Non. Le cahier des charges, c'est ne pas avoir de solution à l'issue de la scolarité obligatoire. Voilà. Et être notifié. Ouais, et être notifié. Alors, par rapport aux notifications, quand on avait échangé ensemble, vous m'aviez bien dit, attention, ce n'est pas une orientation, c'est un dispositif. Donc, quel type de notification quand vous dites être notifié, ça veut dire quoi exactement? Notifier ULIS, ITEP, IMPRO, avoir relever du handicap déjà, voilà. Relever du handicap et avoir une notification. Et voilà.
Un élève suivi en CSAT peut intégrer le lycée? Absolument, Mhm. absolument, Ok. absolument. Très bien. Merci, c'était vraiment passionnant. Et Merci. c'est important de savoir que ça existe. Non, il y a une dernière question parce que enfin, juste pour clarifier encore une fois, par rapport à comment on fait quand on arrive justement à la fin du collège, très concrètement, on arrive à la fin du collège et voilà, comme vous l'avez expliqué, les vœux n'ont pas été acceptés, on n'a pas d'orientation particulière. Comment on fait pour avoir cette place dans le lycée? Alors, comme vous le disiez très justement, alors je dis toujours, c'est une voie d'exception, ce n'est pas une voie d'orientation. Donc, par voie de conséquence, il faut attendre que tous les vœux d'orientation aient été ou non satisfaits. En général, on contacte les services du rectorat une fois que tout a été fait, qu'on se rend compte que son enfant n'aura pas de solution à la fin de l'année scolaire. Et jusqu'en début d'année, les services du rectorat y travaillent, puisque j'ai eu des affectations qui se sont faites en octobre, qui se sont faites en septembre. Et rejoignant en cela le propos de Madame Cavaillès, effectivement, nous, on faisait des rentrées retardées, c'est-à-dire que les élèves en attendaient 15 jours minimum pour accueillir les élèves. D'abord, pourquoi? Pour que le groupe soit plus ou moins constitué, mais surtout pour qu'il n'y ait pas cette agitation de début d'année, que tous les élèves soient dans leur classe, que tout soit organisé, et alors ils pouvaient intégrer. Donc, en principe, les services de rectorat, ils travaillent beaucoup dessus, dès lors que les élèves sont sans solution, mais c'est vrai que ça doit faire partie quand même d'une démarche extérieure. Je ne crois pas que les services du rectorat se saisissent de la situation d'un élève. Ils doivent être saisis par les familles ou par les organismes qui accompagnent. Mhm. Merci pour vos réponses. Et on va terminer avec Fanny et une question finalement qui va nous permettre de conclure sur cette série de 3 webinaires, parce que tout au long des interventions, depuis le premier webinaire, il est tout le temps question de sensibilisation, d'information. Et donc là, on a eu une question sur quelles formes peuvent prendre ces sensibilisations, est-ce qu'on les propose, à qui on les propose, de quelle manière est-ce qu'on peut les proposer et qui les propose? Alors, moi, de par ma place, ma fonction, aujourd'hui, cette idée de la sensibilisation, ça fait partie des propositions que je fais sur un compte-rendu de visite d'observation, par exemple, sur des situations très diverses. Quand je vois bien qu'il y a une grande incompréhension de ce qu'est l'autisme et que ça apporterait à tout le monde le fait de savoir voilà, de quoi on parle dans le cadre scolaire, bien entendu. Donc, j'adapte au niveau de classe. On ne va pas proposer une sensibilisation identique à des enfants de maternelle ou à des jeunes de collège. Très souvent, quand c'est une sensibilisation sur un petit nombre d'heures, en 1h30 ou 2 heures, je pars de vidéos. Donc de petits films, on peut en trouver plein aujourd'hui, voilà, qui parlent de comment fonctionne le cerveau, qui parlent des besoins sensoriels, qui parlent des difficultés de communication, ce qui engendre derrière en général une discussion. Et du coup, ça permet d'apporter des réponses aux questions que se posent les personnes. Je peux faire aussi au niveau des écoles à partir du CM1 à peu près, et pour le collège, proposer la mallette ABC. Donc le kit, le ABC, donc c'est une mallette avec une dizaine d'ateliers en fait, où on met les personnes en immersion un petit peu dans la peau d'une personne autiste, mais c'est beaucoup plus large. Voilà, il y a une petite atelier où on doit écrire en regardant sa main dans un miroir, donc on touche tout ce qui est dyspraxie notamment. Et cette mallette-là, qu'on utilisait beaucoup pour les adultes en formation, donc pour les enseignants et les équipes enseignantes à ESH, là, le fait de la proposer, on l'a testé l'année dernière sur une école à Montpellier pour des jeunes de CM1, CM2. Voilà, on se rend compte que en se mettant dans la peau d'eux, on développe un certain rapport à l'altérité, à la différence qui est assez important. Donc, c'est au-delà
voilà, au-delà des questions que tout le monde peut se poser, des difficultés qu'on voit, bon, ben, voilà, on essaie d'apporter des réponses à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'autisme. Et pour les équipes dans les écoles, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette demande, même si je vais dans une école ou un établissement voir un élève en particulier, il y a la curiosité et l'envie de savoir du reste des membres de l'équipe. Et on sait que c'est un levier puissant pour l'inclusion, de diffuser qu'on parle tous de la même chose. Merci. Voilà. Je viens de voir passer une question. Le nom de la mallette est la mallette ABC. On en avait déjà parlé, le parcours ABC précisément ABC, même. oui. On en a parlé la semaine dernière. Voilà, c'est une mallette qui est produite par le Centre de communication concrète. Juste pour rappeler, puis on s'arrêtera là. Toi, Fanny, tu es actionnée, entre guillemets, à la demande des établissements et pas des parents. Et donc, sur la question de la sensibilisation, finalement, tous les professionnels spécialisés de l'autisme peuvent proposer ces sensibilisations. Donc, Oui. ça va être l'enseignant ressources autisme quand c'est l'enseignant ressources autisme qui est sollicité, mais ça peut être les professionnels d'un CESAD. Voilà, tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant peuvent proposer ce type de sensibilisation. Il n'y a pas de programme type. Et des ça, c'est vraiment fois, la demande. on essaie d'intervenir ensemble. Quand sur la situation d'un jeune, il y a un CESAD ou même un professionnel en libéral qui accompagne, on peut complètement sensibiliser ensemble et c'est d'autant plus riche. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Je vous rappelle que les présentations, donc l'enregistrement des webinaires sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du CRA et que les présentations seront disponibles, elles, sur le site du CRA Languedoc-Roussillon. Vous aurez aussi sur le site du Languedoc-Roussillon un document avec les ressources bibliographiques et autres documents, notamment des noms d'établissements ou des ressources qui nous ont été transmises tout au long des webinaires. Tout sera disponible sur un document en lien avec les webinaires. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.